Monsieur le ministre, remercier le Premier ministre Ousmane Sonko, chef de la majorité parlementaire PASTEF, seul chef, unique chef de la majorité parlementaire PASTEF. Quand vous irez au gouvernement, quand vous irez en réunion du Conseil des ministres, rappelez à certains de vos collègues qu'il n'y a qu'un seul chef de la majorité parlementaire PASTEF, son nom c'est Ousmane Sonko, qu'il y a un unique et exclusif chef. Cette loi, nous allons la voter. Nous allons la voter pour la paix au Sénégal. Nous allons la voter pour que le Sénégal ne soit plus un groupe WhatsApp où on peut exclure tel candidat ou tel autre candidat. Nous allons la voter pour fermer définitivement la parenthèse où il faut des milliers de détenus politiques pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Nous allons la voter pour empêcher qu'on torture des citoyens sénégalais juste parce qu'un président veut empêcher des candidats. Nous allons fermer cette page douloureuse de ce Sénégal-là. Les citoyens sénégalais savent faire le distinguo entre le bien et le mal. Ils se sont rendus compte que ce monsieur est victime depuis plus de 10 ans de ce qu'il est resté sur une traçabilité dans les titres de conviction. Et lui, en homme politique, et c'est là où vraiment la carrière de Ousmane Sonko devait faire l'objet d'un certain nombre d'études dans les écoles de sciences politiques. Il arrive à retourner la situation en sa faveur de manière, en 24 heures, il se retrouve à la tête d'une institution. Son coup de feu, une manière de dire à M. Bassirou, très bien, vous n'avez pas voulu suivre ce que nous sommes mis d'accord avec les Sénégalais, très bien, mais moi je me retrouve dans une institution, je reste vigilant. Donc, pas de crise institutionnelle, mais bien entendu, nous sommes dans un conflit d'incertitude. D'incertitude, ça veut dire quoi? Pas de conflit d'intérêt, hein. D'incertitude. Ça veut dire quoi? Voilà, ça c'est Ousmane Sonko, voilà ma vision économique. Voilà ma vision politique. Pas ma vision du PASTEF. Mais quand vous avez voulu faire du PASTEF sans le PASTEF, nous allons être vigilants. C'est ce qu'on appelle une vitalité démocratique, comme on a vu ici avec Mélenchon, qui est au niveau du Parlement, avec son groupe. Lorsqu'il faut faire passer un certain nombre de projets de loi, de propositions de loi, de projets, hein, propositions de loi, il le fait. Sinon, ils sont dans la censure et autres. Donc c'est ce que je souhaite des deux figures. Et maintenant, on est à 80% pour la dette publique extérieure, 130% pour toute la dette extérieure du Sénégal. Et donc là, c'est des chiffres sur le service de la dette publique, c'est-à-dire principal plus intérêt. Entre 2012 et 2023, une période qui correspond plus ou moins au régime du président Macky Sall, les intérêts sur la dette publique, en fait le service de la dette publique, c'était 7,3 milliards de dollars. Et donc, juste en 2024-2026, on va payer 9,5 milliards de dollars. Ça, je ne parle pas de la dette en monnaie CFA, la dette interne. C'est la dette extérieure. Donc, juste en 3 ans, le pays va payer plus que sur une période de 12 ans, sous le régime de Macky Sall. Et donc, entre 2026 et 2028, on va payer 10 milliards de dollars. Et pendant le premier mandat du président Bassirou Diomaye Faye, 15 milliards de dollars vont être payés. Si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de nouvelles dettes en monnaie étrangère, et entre-temps, il y a eu de nouvelles dettes, parce que c'est des chiffres qui sont basés sur la base de données de la Banque mondiale. Et donc là, vous voyez que dans la base de données de la Banque mondiale, vous avez presque 120 pays pour lesquels on dispose de statistiques de dette extérieure. Et si on regarde sur la période du régime de Macky, l'opposition sénégalaise, je pense qu'il est temps pour vous de sortir de votre hypocrisie et de votre inutilité. Parce que le peuple sénégalais en a marre. Vous, à chaque fois qu'on vous tende le micro pour que vous nous parliez du Sénégal, des problèmes du Sénégal, vous n'avez qu'un seul mot: Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko. Vous savez, à la limite, vous êtes dans l'hypocrisie, dans la méchanceté gratuite et dans la jalousie. Et gentleman, vous ne l'êtes absolument pas. Aujourd'hui, le peuple sénégalais vous attend et vous demande qu'est-ce que vous proposez par rapport à la gestion de nos ressources minières. Qu'est-ce que vous proposez par rapport au déficit de salles de classe. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'érosion côtière? Notre littoral qui disparaît, l'érosion éolienne, toutes nos terres arables qui disparaissent avec les vents
l'Alizé continentale ou l'Alizé l'Harmattan. Mais c'est ça les questions sur lesquelles on vous appelle. Comment lutter contre la déforestation? Comment faire pour que les ménagères puissent avoir de l'énergie pour cuisiner sans déforester? Comment faire pour que notre chère ressource, le poisson, revienne? À la tête du Sénégal, il y a 3 têtes. Une tête pseudo-panafricaniste, Sonko. Une tête France-africaine, Diomaye. Et puis une tête Amérique africaine, une tête otanienne, c'est Biram Diop. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Écrivez ça. Écrivez. Que ça vous plaise ou pas, ce que j'ai dit sera vérifié. Non seulement c'est vérifié déjà, mais ce sera confirmé par tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Vous allez voir. Vous allez voir. Bon, ok. Maintenant, venons-en à la suite de notre émission. J'ai fini avec le premier point que je voulais aborder. Je voulais l'aborder amplement. Je voulais que ce soit clair. Et je le dis une fois de plus à mes frères et sœurs sénégalais. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça ne fait rien. Argumentez. Allez sur vos réseaux sociaux là, vos pages Facebook, YouTube. Argumentez, démontrez le contraire de ce que j'ai dit. Démontrez-moi que Biram Diop est quelqu'un d'autre que celui que j'ai présenté ce soir. Démontrez-moi que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont en train de mener une autre politique que celle que j'ai vue. Démontrez. Si vous démontrez, ça enrichira l'intelligence de tous ceux qui nous écoutent. Je n'ai pas peur de vos arguments. On m'appelle le docteur des preuves. Le docteur des preuves. Je ne crains pas un argument. Alors, certains m'écrivent inbox pour essayer de faire valoir des arguments. Je leur réponds. Je leur réponds calmement et fermement. D'accord? La politique qui a commencé à Dakar là, depuis que nos frères Diomaye et Sonko sont arrivés, c'est pas une politique panafricaniste. Quand ce sera une politique panafricaniste, moi je viendrai ici saluer cela et dire qu'ils ont redressé le tir. Qu'ils se sont vraiment reconnectés avec les aspirations que j'estime profondes du peuple sénégalais. Tant que ce n'est pas le cas, chaque fois qu'ils vont faire un pas de trop à l'écart... Mais aussi avec l'honorable Moussa Sarr, parce qu'il est question que l'Assemblée nationale se saisisse vraiment de cette question. On a vu que depuis plusieurs années maintenant, 3-4 années, l'honorable Thierno Alassane Sall a soulevé cette question qui est un scandale. Un scandale très grave parce qu'au moment même où ce document il était en train de le lire, il y a un de mes amis, Dr Bokoum, qui était en train de faire les vérifications. Et apparemment, quand il faisait les vérifications, tout ce que Thierno Alassane Sall a dit actuellement est vérifié. Donc il a fait une comparaison par rapport à la documentation qu'il a eue et je l'ai vu partager dans un groupe en disant que tous les éléments que Thierno Alassane Sall vient de partager aujourd'hui à la presse sont des éléments vérifiés. Comment quelqu'un qui a créé une structure au Sénégal qui devait faire un projet d'électrification a pu disparaître avec plus d'une 50aine de milliards? Qui sont les complices? Pourquoi l'État du Sénégal a toujours essayé de garder le silence et qu'ils nous ont mis devant nous un jeune qui nous a raconté du tout et du n'importe quoi? Aujourd'hui, cet état de fait est grave. On était là quand on a accusé quelqu'un, un maire, à Nosunu 400 000. Jamais de preuves. Mais avec l'honorable Thierno Alassane Sall, on a eu des preuves palpables, vérifiées, traçables et avec des références. Inoculées dans notre peuple et c'est pourquoi nous félicitons tout le gouvernement avec une mention spéciale au Premier ministre Ousmane Sonko pour avoir amené cette loi de légitime défense culturelle. Ces dernières décennies, nous sommes confrontés à des assauts répétés, à un durcissement du néocolonialisme, y compris culturel. Et face à ce durcissement du néocolonialisme, particulièrement culturel, une seule réponse: durcir la résistance culturelle du Sénégal, durcir les peines contre ces phénomènes LGBTQ. Monsieur le ministre de l'Intérieur, ce qu'il faut ajouter est ceci. Le monde d'aujourd'hui se font face deux conceptions. Une conception de la diversité culturelle qui promeut les valeurs LGBTQ. Ils sont libres de le faire. Ce n'est pas notre problème. Dans notre pays, c'est notre problème. Nous avons une autre conception de la diversité culturelle qui n'englobe que les richesses ô combien grandes des Wolof, des Pulaar, des Diola, des Serer, des Fon, des Yoruba, des Soninké, des Djakhanké, et j'en passe. Et ce projet de loi-là dit de manière claire et sans ambiguïté que nous sommes pour la diversité culturelle africaine dans le cas d'espèces sénégalaises. Monsieur le ministre,
remercier le Premier ministre Ousmane Sonko. Permis de tuer aux policiers et aux gendarmes, vous les encouragez à tuer et à assassiner des Sénégalais qui votent des budgets pour acheter les armes avec lesquelles vous les assassinez. Lan moo tax ngeen am cette doctrine de maintien de l'ordre. Monsieur le Premier ministre, lan moo tax la justice sénégalaise aujourd'hui fait également du maintien de l'ordre en amenant systématiquement les militants de PASTEF en prison. Systématiquement instruction. Ba tey instant yi nii il y a près de 500 détenus politiques au Sénégal. Ndax lan monsieur le Premier ministre lan moo tax police gendarmerie procureur ñu leen di mobiliser pour béykat yi di xeex sàccum suuf pour liggéeykat yuy xeex pour seen payoor ba pare vous ne les mobilisez pas contre les ministres sàcckatu xaalis contre les directeurs de société nationale sàcckatu xaalis. fi may daanelee ñaar la tey assemblée nationale dafa ñëw pour contrôler gouvernement assemblée nationale boo xam ne depuis septembre nee na du ñu contrôler 20 milliards yi ñu ko dénk ndax kii toog fii ngeen teg ko fan. ngeen ne lii barki Dembo Ndiaye le USAID may 18 milliards askanu Sénégal pour ñu xeex mortalité maternelle ñun ñu am 20 milliards ñu koy détourné di ko sàcc ba pare ne kenn du ko contrôler Macky Sall doo bokk Sonko da ngay bokk. Merci. La parole est au ministre de l'Intérieur. Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, vous avez parlé des pôles territoires. Nous avons constaté dans tous les documents de référence qu'il y a des pôles Kadior, Baol, Sine, Saloum, mais le Fouta a été exclu. Je voudrais savoir pourquoi la division du Fouta en deux parties, une partie sera rattachée au Walo, l'autre partie au Ferlo, alors que sur le plan de l'histoire, sur le plan même de l'économique et quels que soient les critères de base, je pense que le Fouta devrait être un territoire. Monsieur le Premier ministre, Fouta Fetchetaki, Fouta Wambetaki, Fouta Nawartaki, Fouta Hebat Gedal Moudoum Hatim. Vous avez parlé de la patrie avant le parti, alors que des commissions ont été mises en place pour indemniser les victimes des manifestations politiques. Sur quelle base ces commissions ont été mises en place? Ne l'a pas fait parce que ba léegi dañu ñëw toog ci avis bi waxuñu président lan la. Alors attitude boobu yow donc mais c'est une attitude anti-républicaine, oui. Attitude de quelqu'un qui viole à satiété les lois et règlements du pays, et quand l'Assemblée nationale qui vote les lois dit violer les lois, mais ça devient une catastrophe. Moom laa leen wax ne leen ils ont déstructuré l'économie de ce pays léegi dañu bëgg a clochardiser li nga xamante ni moo des sur ay institutions et loolu c'est catastrophique et les Sénégalais doivent se lever pour dire non. Beneen bi nga xamante ne ni toujours c'est des violations pour montrer aussi damay wax Sénégalais yi rek bien sûr que ñi nga xam ne ñoo jiite tey ñoo am majorité à l'Assemblée nationale ay nit lañ ñoo xamante ni dañoo dangereux ci république parce que nit kuy voter loi am 130 députés te yow amoo xam-xam pour voter loi wala nga wax règlement intérieur bi nga xamante ni mën nañ di ko lire rek pour xam lan la mënuñu ko maîtriser. Dem dama ñëw poser une question préalable. parce que l'article 83 de la constitution du règlement intérieur loolu xam naa sénégalais yi ñuy seetaan sax dinañu ko xam. ci répété bi koy répété parce que mais ñoom ñi ngi assemblée nationale am na ñoo xam ne ñi ngi foofu ñëwaat nañ ba léegi mënuñu ko wax. Qu'elle soit sensibilisée sur la situation au Sénégal et qu'elle sache qu'il y a des choses extrêmement graves, que des Sénégalais sont assassinés avec des balles françaises, avec des armes données au gouvernement du Sénégal par la France, et cela ne peut pas continuer. L'autre objectif, bien entendu, c'est de faire casser les violations arbitraires contre le président Ousmane Sonko, qui, je le rappelle, est le chef de l'opposition, il est le maire de la commune de Ziguinchor. Les violations également des droits du parti PASTEF et de ses militants. Pourquoi nous avons également bon espoir, c'est qu'il n'y a guère longtemps, des Sénégalais ont attaqué devant la Cour de justice de la CEDEAO la décision du gouvernement du Sénégal d'appliquer ce qu'on appelle le parrainage citoyen. Et la Cour de justice de la CEDEAO avait donné raison à ces citoyens sénégalais qui avaient attaqué le format du parrainage citoyen tel que déroulé par le gouvernement du Sénégal. Donc oui, si vous attaquez une décision illégale, arbitraire en fait du Sénégal ou d'un autre pays au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, vous pouvez avoir gain de cause, et nous sommes persuadés que face à cette dissolution arbitraire, la Cour de justice de la CEDEAO ne peut que dire oui, le parti PASTEF est victime d'une dissolution arbitraire, oui, les droits du candidat Ousmane Sonko, chef de l'opposition du Sénégal, sont violés et qu'il doit être candidat, qu'il doit être libéré. Alors, que comptez-vous faire si jamais Ousmane Sonko n'a pas la possibilité de se présenter en février 2024? Est-ce que vous vous dites que c'est Ousmane Sonko ou personne d'autre? Non, c'est juste que nous avons une... Diomaye a été l'instrument d'Ousmane Sonko. Keïta, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Ousmane Sonko avait besoin de Diomaye Faye
Pourquoi? Regardez. Si on dit Diomaye a fait ceci, Ousmane Sonko a été manipulé, non, on s'en fout. Diomaye a trahi, mais Ousmane Sonko savait très bien qui est Diomaye. Je répète, Ousmane Sonko savait très bien qui est Diomaye. En d'autres termes, Ousmane Sonko savait que Diomaye Faye allait le trahir. Quitte à ça, maintenant tu mélanges tout dans notre hôtel, d'accord? Attendez, je mélange tout, d'accord? Je vais aller doucement. Depuis la rencontre d'Ousmane Sonko avec Diomaye, Ousmane Sonko savait très bien que Diomaye n'était pas digne de confiance. Mais il a choisi de porter son choix sur Diomaye. Il savait aussi que chemin faisant, Diomaye allait le trahir. Il le savait très bien. Depuis la prison où ils étaient là-bas tous les deux, Ousmane Sonko savait très bien que Diomaye Faye allait le trahir. Mais il l'a choisi. Mais Keïta, on ne comprend pas. S'il va le trahir, je vais vous expliquer, je ne vais pas presser. Sachant bien qu'il allait être trahi par Diomaye Faye, que fait Ousmane Sonko? Il met son choix. Mais il y a un autre jeu qu'Ousmane Sonko ne dévoile pas. Il y a un aspect de sa stratégie qu'il ne montre pas. Diomaye ne sait que ce que Ousmane Sonko lui dit. Diomaye ne sait pas ce que Ousmane Sonko ne lui dit pas. Donc Diomaye ne comprend pas. Ousmane le nomme. Il est dans l'euphorie de l'émotion. Et entre-temps, Ousmane Sonko prépare la deuxième étape de son ascension. C'est-à-dire, il choisit la seule personne digne de confiance qu'il va placer à l'Assemblée nationale. La seule personne qui est capable de dire, Ousmane Sonko, l'Assemblée nationale c'est pour toi, je suis président provisoirement. Dès que tu veux, tu viens, moi je me retire. Alors vous avez vu le scénario? Regardez un peu comment les choses se sont passées. Le président de l'Assemblée nationale convoque rapidement quoi? Une session extraordinaire. Et puis en même temps, il informe les membres du bureau. Ousmane Sonko est intégré. Et en même temps, lui démission sur le champ. Et puis Ousmane Sonko vient à la tête de la présidente. Réfléchissez. C'est ça qui fait pleurer actuellement Diomaye Faye. C'est ça qui lui donne diarrhée. Il s'est dit qu'Ousmane Sonko avait préparé son coup il y a bien longtemps et que lui, il était dans le flou, dans le vide. Il n'a rien compris. Après la formation du nouveau gouvernement du Sénégal qui ne fait plus la part belle au PASTEF, qui trahit qui? Précisément. Je pense que l'exécutif du Sénégal, le pouvoir exécutif du Sénégal, avec à sa tête le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, trahit les résultats des urnes qui, à 2 reprises successivement, a dit ce peuple sénégalais à hauteur de 54% qu'il voulait PASTEF, qu'il voulait le PASTEF de Ousmane Sonko. Le 17 novembre 2024, ce sont les dernières élections législatives. Les résultats des urnes, c'était 130 députés sur 165 pour PASTEF et Ousmane Sonko. Mais vous vous rappelez le débat en France, à Paris, quand en fait au dernier résultat des élections législatives, quand LFI a eu le nombre de voix et le nombre de députés qu'il a eu? Mais écoutez, je suis un... Non, je suis désolé. Hier, Monsieur le Président, vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Je suis désolé. Vous pouvez m'imposer cela? Non, mais j'ai remarqué depuis hier, c'est la 2e fois que vous êtes président dans cette session. Je suis le seul à qui vous faites ça. Je suis le seul à qui vous faites ça. Vous lisez vous donnez des motions qui ne sont pas des motions. Vous rappelez des articles qui n'ont rien à voir avec moi. Si vous m'imposez de m'asseoir, je vais m'asseoir. Mais je tiens à dire devant toute la plénière, je suis le seul que vous traitez comme ça. Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington. Les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse? Je donne 2 exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du Nido et du Cerelac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles. Que le Sénégal n'est pas un groupe WhatsApp duquel on peut faire entrer et sortir à sa guise, selon ses intérêts politiciens, des candidats, des Sénégalais. Je vais faire un rappel. En 2018, Macky Sall change l'article L57 du Code électoral
qui a une incidence directe sur les articles L29 et L30 du Code électoral. Quel était l'objectif? C'est d'empêcher Karim Wade d'être candidat, c'est d'empêcher Khalifa Sall d'être candidat. En 2024, Macky change L28 et L29 du Code électoral du Sénégal. Cette fois-ci, pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat et intégrer, cette fois-ci, Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall. Aujourd'hui, nous, députés de la majorité PASTEF, nous disons à haute et intelligible voix que le Sénégal n'est pas un... Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, vient humblement s'excuser devant son peuple et devant M. Ousmane Sonko. Est-ce que ces excuses sont réelles ou c'est de l'hypocrisie? C'est la question que se posent de nombreux Sénégalais en ce moment. Est-ce que la population et M. Sonko doit-il accepter ces excuses? Un homme accuse le président qu'il a lui-même choisi de trahir 130 députés sur 165. Et il ne le dit pas à voix basse, il le crie sur la place publique dans une tribune qui fait trembler tout Dakar. Ce qui se joue actuellement au Sénégal dépasse largement une simple brouille politique. C'est un divorce en direct sous les yeux de tout un pays qui avait pourtant voté massivement pour un seul projet, un seul duo. Et ce duo vient d'exploser. Tout commence par une décision du Conseil constitutionnel sénégalais. Ousmane Sonko demandait sa réintégration à l'Assemblée nationale après un recours déposé par l'opposition. Verdict, incompétence. Le Conseil refuse de se prononcer. Une décision qui, sur le papier, n'a rien d'extraordinaire, tant la jurisprudence sénégalaise a toujours fonctionné ainsi sur ce type de litige interne au Parlement. Même l'opposition, qui avait pourtant introduit ce recours, ne semble pas franchement choquée du résultat, mais derrière cette formule juridique froide, incompétence, se cache une bataille politique d'une violence inédite. Car la véritable question n'est pas de savoir si le Conseil avait le droit de trancher. La vraie question c'est, pourquoi acharnement contre un seul homme? Un député du parti au pouvoir, figure connue de la mouvance PASTEF, le dit sans détour. Il existe, selon lui, une volonté constante d'écarter Ousmane Sonko. D'abord radié de la fonction d'inspecteur des impôts, ensuite empêché de se présenter à la présidentielle, puis privé, à un moment donné, du poste de Premier ministre. Et maintenant, ce serait au tour de son rôle de député et de président de l'Assemblée nationale d'être contesté. Une ligne continue, selon lui, qui vise à neutraliser méthodiquement le même homme depuis des années. Et ce qui rend cette histoire encore plus explosive, c'est que ce ne sont pas les adversaires historiques de Sonko qui mènent aujourd'hui l'offensive la plus douloureuse. C'est son propre camp, son propre allié. L'homme qu'il a personnellement désigné pour porter les couleurs de leur mouvement à la présidentielle, faute de pouvoir lui-même être candidat. Un nom, vous le connaissez. Bassirou Diomaye Faye, devenu 5e président de la République du Sénégal, élu sur un mandat collectif porté par un raz-de-marée électoral. Lors des dernières législatives, PASTEF a obtenu 130 sièges sur 165, un score écrasant, une majorité presque absolue, le genre de victoire qui ne laisse aucune place au doute sur la volonté populaire. Et c'est précisément cette victoire qui est aujourd'hui, selon les mots de ce député, piétinée. Le nouveau gouvernement formé par le président ne ferait plus, ou très peu, la part belle à PASTEF. Comprendre. L'homme porté au pouvoir par ce parti s'en éloignerait dans la composition même de son équipe gouvernementale. Le terme employé est fort. Trahison. Et même double trahison. La première à l'égard du peuple sénégalais qui a voté à 2 reprises, massivement, pour ce projet politique précis. La seconde à l'égard des militants historiques, ceux qui ont payé le prix le plus lourd pour que ce changement advienne, prison, blessures, vie sacrifiée. Le chiffre avancé est glaçant. Plus de 3000 détenus politiques durant les années de lutte, des personnes handicapées à vie et des morts. Des dizaines de morts dont, à ce jour, aucun responsable n'a été inculpé. Alors la question se pose, brutale. Comment expliquer qu'un duo soudé, vendu aux électeurs comme une seule entité indissociable, en arrive à ce point de rupture publique? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Le ticket Sonko-Faye n'était pas un choix naturel. C'était une solution de contournement, née d'un contexte politico-judiciaire qui empêchait Sonko lui-même de se présenter. Plutôt que de laisser son camp hors jeu pour la présidentielle, Sonko aurait fait un geste rare en politique africaine. Renoncer à sa propre candidature pour porter celle d'un autre. Un sacrifice présenté comme une preuve de grandeur. Mais un sacrifice qui, avec le temps, semble s'être retourné contre celui qui l'a fait. Car une fois élu, un président reste un président. Il dispose de pouvoirs constitutionnels propres,
y compris celui de nommer et de révoquer son Premier ministre. C'est un argument avancé par certains soutiens du chef de l'État. Juridiquement, rien d'anormal. Le président avait le droit de transformer la configuration politique. Mais ce raisonnement, aussi solide soit-il sur le plan légal, ne répond pas à la question politique la plus brûlante de toutes. Que devient un engagement électoral une fois le pouvoir obtenu? Et c'est là que le débat devient encore plus tendu, parce qu'il n'y a pas qu'un seul point de friction entre les deux hommes. Il y en a plusieurs, et l'un d'eux pourrait tout faire basculer encore davantage. Le sujet, les institutions financières internationales. Pendant la campagne, l'engagement était clair. Encadrer les fonds politiques, se distancer des recettes classiques imposées par le FMI et la Banque mondiale. Or, un programme serait actuellement en discussion, une restructuration potentielle qui, pour les plus radicaux du mouvement souverainiste, ressemblerait dangereusement à un plan d'ajustement structurel. Deuxième point de tension, peut-être encore plus sensible, la justice. Plus de 2 ans après les violences qui ont marqué les années de contestation, pas une seule arrestation parmi les responsables présumés d'une centaine de morts. Une lenteur jugée scandaleuse par les anciens compagnons de lutte de Sonko, qui réclament non une réconciliation, mais une justice ferme, préalable à toute paix durable. Et pendant que ces dossiers s'enlisent, le climat politique se tend encore davantage. Car ce qui était présenté comme un duo, Sonko et Faye, glisse désormais, selon les mots mêmes utilisés en interne, vers un duel. Un duel entre deux hommes qui devaient gouverner ensemble. Un duel qui pourrait redéfinir tout l'équilibre politique du Sénégal jusqu'en 2029. Et la suite va encore plus loin. Parce que, au-delà des accusations de trahison, une autre question, bien plus vertigineuse, commence à se poser ouvertement au sein même du pouvoir. Bassirou Diomaye Faye appartient-il encore réellement à PASTEF? Et si la réponse est non, que devient alors la légitimité de son mandat aux yeux de ceux qui l'ont porté au pouvoir? Pour bien saisir l'ampleur de cette crise, il faut regarder qui sont, selon ce député, les véritables responsables. Le discours est sans détour. Le premier responsable, ce ne serait ni Sonko, ni Faye, mais l'ancien président Macky Sall, accusé d'avoir manœuvré pendant des années pour empêcher coûte que coûte la candidature de Sonko à la présidentielle, en instrumentalisant les institutions du pays. Sans ce blocage initial, dit-il, il n'y aurait jamais eu besoin d'un duo. Sonko se serait présenté seul, aurait gagné seul, et cette fracture n'existerait simplement pas. Toute la configuration actuelle découlerait, selon cette version des faits, d'un complot antérieur visant à neutraliser un seul homme. Ce raisonnement permet à Sonko et à ses soutiens de retourner un argument souvent utilisé contre eux, celui de l'immaturité politique. Pour ce député, ce n'est pas de l'immaturité, c'est la conséquence d'une situation imposée de l'extérieur. Il rappelle aussi un précédent troublant. En 2022, plusieurs voix s'étaient élevées contre la présence de ministres siégeant simultanément comme députés sous l'ancien pouvoir. Or, ceux qui critiquent aujourd'hui le retour de Sonko seraient, selon lui, les mêmes qui avaient validé cette pratique à l'époque. Une indignation à géométrie variable, plus motivée par l'hostilité envers un homme que par un principe cohérent. Le débat prend même une dimension internationale. Ce député évoque le cas français où un président ayant ignoré le poids réel d'un scrutin législatif avait suscité la controverse jusque dans les capitales occidentales. Pour lui, ignorer le verdict des urnes n'est jamais acceptable. Il cite aussi le Cap-Vert où une majorité obtenue de justesse a suffi pour former directement un gouvernement sans contestation, leçon de démocratie qu'il oppose à la situation sénégalaise où une majorité de 130 sièges sur 165 serait totalement ignorée. La tension est donc à son comble. D'un côté, un président qui revendique ses prérogatives constitutionnelles. De l'autre, un mouvement qui se sent dépossédé du fruit de sa propre victoire électorale. Et entre les deux, un peuple qui a payé un prix très lourd pour ce changement et qui se demande aujourd'hui ce qu'il en reste vraiment. C'est dans ce climat extrêmement tendu que la suite de cette affaire devient encore plus surprenante, parce que ce qui va se jouer maintenant autour de l'avenir du parti et de la question explosive de l'appartenance réelle du président à son propre mouvement va redéfinir tout l'équilibre du pouvoir sénégalais. 25 juin, 2h27 pour la Vichib. Bassirou Diomaye. Faye est-il encore membre de PASTEF? La question paraît absurde pour un homme devenu président grâce à ce parti. Et pourtant, elle est aujourd'hui posée frontalement, sans détour, par l'un des cadres même de ce mouvement. La réponse donnée est cinglante. Dans les faits, selon ce député, le chef de l'État ne serait plus militant de PASTEF depuis longtemps. En théorie seulement, la dernière fois qu'il en a parlé, il s'en serait encore réclamé. Mais les actes
eux, raconteraient une histoire totalement différente. Or, en politique, ce sont rarement les discours qui comptent le plus, ce sont les actes. Et le geste le plus symbolique de cette rupture, selon ce député, reste la formation du gouvernement. Mettre en place une équipe sans réellement intégrer PASTEF tout en continuant à se réclamer de ce même mouvement, voilà ce qu'il qualifie, sans détour, de situation un peu forte de café. Une formule qui résume bien l'incompréhension et surtout la colère qui traverse une partie de la base militante. Mais alors, où cela laisse-t-il Ousmane Sonko? La réponse est tout aussi frontale. Sonko vient justement de prendre la tête de l'Assemblée nationale, une institution qui, dans cette configuration inédite, pourrait désormais devenir un véritable contre-pouvoir face à l'exécutif. Faut-il alors considérer que Sonko et les siens basculent dans une forme d'opposition à l'intérieur même du pouvoir qu'ils ont contribué à installer? La position défendue est claire et tranchante. Ce mandat présidentiel obtenu grâce à la mobilisation et au sacrifice des militants de PASTEF reste, selon ce député, fondamentalement le mandat de PASTEF. Un pouvoir qui n'aurait jamais été usurpé, donné légitimement par le peuple sénégalais à ce mouvement précis. Ce n'est donc pas Sonko qui basculerait dans l'opposition. C'est le président lui-même qui, à travers ce que ce député appelle un véritable nomadisme politique, sans précédent dans l'histoire récente, se serait éloigné de son propre camp pour aller, dans les faits, rejoindre une posture proche de celle de ses anciens adversaires. Une situation totalement inédite. Un président sénégalais qui se retrouverait, selon cette lecture, en confrontation directe avec le parti qui l'a porté au pouvoir. Et la question qui brûle désormais toutes les lèvres à Dakar est simple. Cette tension va-t-elle se transformer en blocage institutionnel pur et simple? La réponse, là encore, est posée avec une fermeté calculée. Non, il n'y aura pas de blocage systématique venant du camp PASTEF à l'Assemblée. Le discours est clair. Ce groupe parlementaire continuera de travailler exactement comme il l'a toujours fait, qu'il soit dans la majorité ou dans l'opposition, sous Macky Sall hier ou sous Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui. Chaque texte sera examiné selon un seul critère, son utilité réelle pour le peuple sénégalais. S'il est jugé conforme à cet intérêt, il sera voté favorablement. Sinon, il sera rejeté, comme cela s'est toujours fait. Mais derrière cette promesse de responsabilité institutionnelle se cache un avertissement à peine voilé adressé au président. C'est à lui que revient la responsabilité de préserver une cohabitation constructive, supposant que le président et le président de l'Assemblée maintiennent un dialogue permanent, dans le respect strict des pouvoirs constitutionnels attribués à chacun. Et pour illustrer cette exigence, une comparaison surprenante est avancée, celle de la cohabitation politique française entre des présidents et des premiers ministres issus de camps différents. Si une telle cohabitation a pu fonctionner ailleurs, pourquoi le Sénégal ferait-il figure d'exception? Pourquoi l'Afrique en général devrait-elle être perçue comme structurellement incapable de gérer une telle configuration institutionnelle alors que d'autres nations y sont parvenues? Ce qui frappe dans ce discours, c'est la détermination à transformer une crise interne en démonstration de maturité démocratique, presque comme un défi lancé à l'ensemble du continent. Aucun blocage ne viendra de leur côté, répète ce député. Mais l'invitation à la maturité politique, elle, est adressée fermement et publiquement au chef de l'État lui-même, jugé responsable par ses propres décisions du climat actuel de défiance. Et cette ligne de conduite n'est pas nouvelle. Ce député rappelle qu'il a personnellement déjà interpellé le gouvernement sénégalais à plusieurs reprises, et cela même lorsque Sonko occupait encore le poste de Premier ministre. Des interpellations concernant la gestion d'une agence de réglementation pharmaceutique, le fonctionnement d'une chambre de commerce régionale, ou encore la gestion des ressources liées aux lacs et cours d'eau du pays. Une preuve, selon lui, que le contrôle parlementaire qu'il exerce n'a jamais dépendu de l'identité de la personne pas au pouvoir, mais uniquement de l'intérêt du peuple sénégalais. Il annonce d'ailleurs avoir déjà soumis plusieurs propositions de loi à son groupe parlementaire, dont l'une visant à encadrer les fonds politiques conformément aux engagements pris pendant les années d'opposition. Plusieurs autres textes suivraient la même logique, preuve que le travail parlementaire continue sans interruption malgré la crise. Mais l'enjeu dépasse le cadre sénégalais. Ce député évoque également la situation régionale, notamment les tensions entre la CEDEAO et certains pays sahéliens, dont le Mali, soumis selon lui à un isolement financier sévère. Il interroge la responsabilité du président sénégalais dans ces dossiers hérités d'administrations précédentes, posant une question dérangeante. Pourquoi un président entrant en fonction devrait-il porter seul le poids de décisions prises par d'autres, alors que certains des principaux artisans de ces choix
reste toujours en place. Cette dimension régionale renforce encore la complexité de la situation, car au-delà du duel personnel entre deux hommes qui devaient gouverner ensemble, c'est tout un système d'alliances, d'engagements souverainistes et de rapports de force économiques qui se trouve désormais questionné publiquement, sur la place publique, devant des millions de Sénégalais qui attendent des réponses claires. Alors la question qui reste posée, et qui continuera sans doute à dominer l'actualité politique sénégalaise dans les mois à venir, est celle-ci. Ce duo, devenu duel, pourra-t-il un jour redevenir une collaboration fonctionnelle, ou bien le Sénégal s'avance-t-il, sans le vouloir vraiment, vers une nouvelle configuration politique totalement inédite, où le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, censés appartenir au même camp, se retrouveraient en réalité face à face, dans un affrontement institutionnel dont personne ne peut prédire aujourd'hui l'issue. Une chose est certaine, pour ce député et ses alliés, l'élection présidentielle de 2029 se profile déjà comme l'échéance où ce duel pourrait définitivement se trancher, avec Sonko en position de principal opposant à celui qu'il avait lui-même choisi de porter au pouvoir. Une ironie politique rare et un dénouement que personne n'aurait imaginé au moment de cette victoire électorale historique, célébrée comme une union sacrée et qui se transforme aujourd'hui, sous les yeux de tout un peuple, en l'une des fractures politiques les plus marquantes de l'histoire récente du Sénégal. Et ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est la rapidité avec laquelle les rôles se sont inversés. Il y a quelques mois seulement, ces deux hommes incarnaient ensemble l'espoir d'un changement radical. Aujourd'hui, c'est cette même alliance qui devient le théâtre d'un affrontement institutionnel d'une intensité que peu avaient anticipé. Ce qui se joue désormais à Dakar dépasse donc largement une simple querelle de personnes. C'est un test grandeur réelle pour les institutions du pays, pour la solidité de sa démocratie et pour la capacité d'un mouvement né dans la contestation à gérer, une fois au pouvoir, ses propres contradictions internes. Un test que tout le continent observe, tant le Sénégal est souvent présenté comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique. La suite de cette affaire promet donc des rebondissements. Entre les négociations financières internationales en cours, les dossiers judiciaires toujours en suspens, et la question explosive de la légitimité présidentielle face à un Parlement qui se considère comme le véritable détenteur du mandat populaire, chaque semaine pourrait apporter un nouveau développement majeur. Et une question continue de planer au-dessus de toute cette agitation. Qui, du président ou de l'Assemblée, finira par l'emporter dans ce bras de fer institutionnel sans précédent au Sénégal ?